Cling. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, ce serait pour une coupe. Vous voyez, c'est, j'en ai bien besoin. Excusez-moi 2 secondes, je finis mon tilleul parce qu'à mon âge, je prends plus de café à cette heure-ci. Ah, d'accord. Enfin, je suis un peu pressé quand même. Mais vous voulez quoi au fait vous voulez quoi Bien dégagé sur les côtés, bien derrière les oreilles. Dessus, vous laissez quand même un peu de longueur. Vous voyez la mèche qui une sorte plaît, un petit pouillou dessus, comme ça. Un petit pouillou. Un petit pouillou. Ouais, mais ça, c'est passé de mode, le pouillou. Ah, c'est passé de mode, le pouillou. Je vous dirais peut-être bien une petite cobale. Une petite cobale comme ça. Non. Non, la coupe au bal, je suis pas fan. Moi. Un truc un peu droit comme ça. Un peu comme une petite toupette de carotte. Ah ouais, une carotte. Une carotte. La carotte, c'est bien, ça garde la longueur, la carotte. Ouais, j'aime bien. Ouais. Stéphane, amène-moi s'il te plaît à Julienne. On va faire une petite tri là-dessus. Ok. Derrière, là, vous avez une idée là pour... Et derrière, là, je peux rien faire, en fait. Chavonne avec des idées. En fait, je vous explique. Moi, je fais que le devant et j'ai Chavonne qui fait toujours le derrière. Voilà, c'est Chavonne qui s'occupe du derrière. On fait une sorte de répartition des tâches. Comme la carotte, on a déjà mise dessus, on pourrait mettre un Warlof derrière. Ah, un petit Warlof. Rabaissé. Ouais, un Warlof rabaissé. Ouais, ça, c'est bien, ça. Voilà. Non, mais on n'est pas chez Jacques Desange ici. Hein. Je veux dire, nous, on fait du coiffé décoiffé, c'est tout. Merci. Ok, pardon. Petite minute de silence, s'il vous plaît, pour Jacques Desange. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a un numéro de... Non, shame tout à l'heure. J'ai oublié Tot. Alors, non, je voulais finir par c'est Tot. Et en fait, Pierrick a enchaîné et je suis désolé. Voilà. Pourtant, j'avais laissé un blanc et tout. Je suis désolé. Donc, voilà. Le temps que je relise. Par rasoir, c'est pas faux. C'est ça, mais qui coupe les cheveux en 4. Ouais. Donc, coucou les gens pour cette deuxième émission de 2020 et qui est pas loin d'une émission avec un chiffre rond. Hein, n'est-ce pas ? Qui ressemblerait à 2020 d'ailleurs. Alors, sauf que je pense que nous allons faire un 199.1, puis un 199.2, puis un point 3 peut-être. En fait, on va faire la 201, la 202, la 203, puis on verra pour la 200 après. Plus tard. Ah ouais, on fait la 200 quand on fait un barbecue. Mais c'est ça, en fait, quand c'est le printemps. Ou alors on commence par la 205 et on fait un compte à rebours jusqu'à la 200. On pourrait commencer à la 299 et faire un compte à rebours jusqu'à la 200. Ah, ça nous laisse du temps. Ça nous laisserait un petit peu de temps. Ouais, c'est vrai. Quoi qu'il en soit, dans cette émission, nous allons vous parler de bande dessinée en commençant. Merde, encore ? Par nous présenter. Je suis One A Pied, celui qui fait vachement bien le mec étonné. C'est Ti. Ouais. Voilà. Et qui, quand il fait quelqu'un de lambda, prend un accent marseillais de merde. Mais j'ai remarqué que tu fais ça constamment. Tu sais, t'as besoin d'un retour à tes sources. C'est soit ça, soit toi de Tinois. Bon, en fait, arrête les accents, on dirait ma troupe de théâtre. Thio est aussi avec nous à la technique. Salut Thio, mais aussi à la chronique. Ouais, non, mais la technique et à la chronique, c'est Thio. Voilà, je prends un tilleul quand même. Mais ça, c'était un vrai tilleul par contre. Et entre chronique et technique, il y a un point commun, et ça, c'est vraiment de toi. Donc, c'était... Ah donc, on est sur une thématique Patrick Sébastien. Quoi ? Je reste dubitatif, je vais boire mon tilleul. Si je m'endors pendant l'émission, vous m'en voudrez pas. Hein. Donc, je vais vous parler de webcomics, dont un, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va galérer. Nous allons avoir des chroniques sur la saga de Grimr, sur les voyages d'Ulysse. Je ne sais pas qui a écrit le voyage sur le truc, mais c'est pas moi. 109 rue des Soupirs. Nous allons parler des Métamorphoses 1800, je ne sais plus quelle année, est-ce que j'en ai oublié de la noter 80, sur le conducteur. Quelque chose, 82, non ? Voilà. Des mémoires de l'Arcadia, Albator. Et je pense que Tizak va forcément nous le faire à un moment donné. Puis en express. Voilà.
en express, non mais garde pour plus tard, en express, nous parlerons de Jessica Jones numéro 5, qui est Le du tome voilà. 2 des Veilleurs de Brume. Non, c'est pas mal. C'est un beau programme, c'est Oui. une belle histoire, Oui, c'est une bromance Romance d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, donc. Et nous attaquons tout de suite avec le online. Et vous savez que parfois j'ai honte parce que c'est en ligne, c'est sur internet. À un moment donné, on va se retrouver, on va nous retrouver quoi. Ouais, On va ouais. savoir que c'est nous. Enfin, en plus, il y a une super idée qu'on soit filmé maintenant. Ça... Coucou maman. Mamie. Et j'ai envie de te dire coucou ma fille. Nous commençons par recette de magie par Eskimo Pêche et Megaelod. Ouh. Ta phrase ne veut rien dire si on suit pas. Hein. Il manque la ponctuation quand même. Hein. C'est des titres bizarres. Hein. Excuse-moi, je ne fais que lire que ce qui se passe. Qui nous font une bande dessinée sur Instagram à la base, mais ils ont fait un joli petit site qui s'appelle recettesdemagie.com. Pour le coup, c'est quand même pas mal. Ouais. Un petit site perso qui regroupe tout ça. Et nous allons suivre les histoires de 2 personnages. Et en fait, j'ai mon ordinateur, c'est Thio qui l'a, donc je sais même plus comment il s'appelle. C'était écrit dessus, il y a un petit fantôme et une petite sorcière. Alors en fait, vu qu'il y a tout qui est en train de planter, Ah. Donc tu nous parles d'un truc online dont le serveur est naze quoi. alors, Parle dans le micro. Hein. alors Prune c'est la petite fille et Sucre c'est le fantôme. C'est un petit fantôme quoi. Voilà. C'est un petit Alors par fantôme. contre, est-ce que Et il la faut faire tremper le petit sucre est-ce dans que la la prune. prononciation des T est différente quand il y a 3 petites étoiles dessus? C'est juste que c'est une prononciation plus classe. Ok. C'est tout. Bref, on va suivre un petit peu ces personnages qui essayent de trouver une sorte de pierre magique pour faire des recettes de magie. Et ils rencontrent d'autres personnages, genre un caillou, mais ils n'ont pas envie de lui parler, alors il est triste le caillou. Tu veux le nom des auteurs au fait ou pas? Je l'ai dit déjà, Eskimo Eskimo Pêche Pêche et Megaelod. Ok. Voilà. C'est tout mignon, c'est tout choupi, j'aime beaucoup le style graphique. Il y a il y a une première partie qui est déjà finie. La deuxième partie, ils ont commencé, il y a un petit changement dans le style graphique que je trouve très très agréable et très réussi. Bref, il n'y a pas grand chose à rattraper encore, c'est vraiment super cool. Voilà. Recette de magie. Young. Ah mais pardon, j'étais en train de regarder ce qui se passait sur le chat. Donc, bd.com. Bédé. BD. Parce que t'es enrhumé ou... Non, ça s'écrit B-A-Y-D-A-Y, ça se prononce donc BD. C'est comme Baywatch. C'est Bédé. Voilà. Moi je lis de la Bédé. Bayday.com est un très joli projet qui a été monté par une figure un petit peu charismatique qui est Thomas Astruc, qui est le co-créateur de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, et qui est un fan de BD comme nous. Tu le vois d'ailleurs dans ces dessins animés que je regarde avec ma fille. Alors par contre, la dernière fois j'ai dû déconnecter, mais il s'est passé un truc, c'est que dans Miraculous, ils ont changé les costumes, ils ont inversé. Ouais, il s'était fait un délire là-dessus. C'était D'accord, c'était juste un Juste un épisode ou épisode, c'était... ouais. Juste un épisode. Ok, d'accord, parce que du coup j'étais là, j'étais perdu. Voilà. Donc Putain, là, on est en train d'assister à une scène où on a 2 adultes de 40 et quelques piges qui s'expliquent l'un l'autre des épisodes de dessins animés pour des enfants de 5 ans. On est d'accord. Non, ça peut être pour n'importe quel âge. C'est pas mal, Ladybug. Je suis désolé, Ouais, moi j'aime bien. mais- C'est du super-héros basique, Ok. plutôt rigolo. Et puis il y a un petit fond d'histoire. Enfin bon, on s'en fiche. Ouais. C'est pas le sujet. Bref, à part Thomas Mhm. Astruc qui est le lien avec tout ça. Et donc il a voulu mettre en place une plateforme pour aider les auteurs à se publier, à s'auto-publier et à vendre, ou à mettre en ligne gratuitement s'ils le veulent. Tout ce qu'il fait, c'est que, comme toute plateforme en ligne, il prend 30% et ensuite il les laisse faire ce qu'ils veulent, tout en s'assurant qu'ils ont tout. 30%. Ouais. Ok. Ils vendent et ils prennent 30%. C'est le truc standard sur tout ce qui est mis en ligne en web. Hein. Alors après, si j'ai des conneries, il faudra venir me corriger. Mais bref, tout ce qui... Te corriger, Ouais. tu entends Tout ce qu'il y a, c'est que Quoi, par par contre, là ils restent totalement propriétaires de leur travail et qu'ils peuvent aller le vendre ailleurs, ils peuvent aller l'offrir ailleurs, ils peuvent aller l'éditer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrat d'engagement avec la plateforme BD. C'était donc un peu la promesse, quelque chose de très encourageant, surtout que dans toutes les démos, on voyait des grands noms qui étaient affichés, du Trondheim, ce genre de choses, d'autres noms divers et variés, Maliki, Laurel. Et la plateforme s'est lancée et c'est un lancement un peu malheureux, j'ai envie de dire, et c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose de très prometteur. Ça s'est lancé dans un premier temps alors qu'ils ont dit « Hey, on se lance avec que des contenus en bêta ».
Voilà, donc tu es là, mais juste pour voir si le site marchait. Puis les vrais premiers contenus sont arrivés, mais on reste sur des contenus amateurs. Donc, et c'est très bien que cette plateforme existe pour les amateurs, mais je trouve que il manque le petit truc qui aurait ces auteurs prometteurs qui auraient fait que tu serais allé sur la plateforme et que tu serais resté, que tu serais baladé un peu plus dessus. Donc pour le moment, c'est un peu cheap en termes de contenu, surtout que ce soir en live, on ne peut pas vous le montrer parce que le site est planté. Le site aussi est bêta ? Voilà. Mais en fait, en théorie, on a le lien qui se fait et là, en fait, le site est dead. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses pour un lancement qui annonçait plein de bonnes choses. J'espère que c'est qu'un mauvais départ. C'est un retard à l'allumage. Mais surtout qu'ils auront un autre moyen de refaire parler d'eux, parce qu'un lancement, c'est quand même quelque chose de très important quand tu lances un site, parce que tout le monde vient voir, et que si c'est pourri, les gens ne reviennent pas, en fait. Et c'est un peu le risque. On va dire que c'est une nouvelle année. Regarde, Tesla, ils peuvent rater les lancements, mais pour autant, ils sont toujours en tête des ventes. Donc ça ne veut rien dire, le lancement, finalement. Voilà. Bref... Non, c'est juste que les concurrents font pareil. BD.com, j'en attends beaucoup, donc je vais continuer à surveiller ça de près et j'espère que ce sera mieux. J'espère que ce sera mieux. La saga de Grimr de Jérémy Moreau, mon cher Thio. 1783. On voit que tu as travaillé ta chronique, toi. T'as vu Ça fait un peu court quand même comme chronique, si je puis me permettre. Bien, merci, c'était pas mal. D'accord, c'est succinct, c'est précis, ça c'est bien. Ouais, l'essentiel. Ça c'est bien. Non, mais je me suis dit peut-être que tu allais enchaîner, tu vois, avec un petit truc, tu vois, de 1783. Alors ce jour-là, Louis XVI avait pris des rognons d'agneau. Bon, écoute, tu vois, Bruno Pelletier. L'année Rabat-Joie. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, de suite, tu vois. C'est vrai. Mais non. Ben non, en fait. Bon, 1783. Donc nous sommes en Islande où c'est un pays un peu pourri en fait, l'Islande. Froid, il y a des cailloux. En 1783, il faisait froid. Déjà, ouais. Ah oui, déjà. Parce que le réchauffement climatique, c'est aujourd'hui, mais donc le problème de notre gueule un peu qu'on puisse faire nos chroniques. Le problème de notre Grimr, c'est qu'en fait, un volcan a à peu près défoncé toute sa famille, qu'il est désormais orphelin et qu'il y a visiblement 3 choses qui sont importantes en Islande. Avoir une lignée, c'est-à-dire avoir des parents et donc faire partie, avoir un nom en fait. Hein. Bon, ça c'est niqué. Ça c'est niqué déjà, voilà, ça c'est fait. En raye. Soit tu es super fort et on va écrire des sagas sur toi parce que tu es un héros. Ouais. Mais les sagas, c'est un peu has-been en 1783. Voilà. Et la troisième chose, je crois que c'est dire avoir des terres. Et en fait, quand tu es pauvre, tu n'es rien en Islande. Ok. Donc, Grim, il part vraiment avec vraiment... mais du coup, il n'a rien à perdre. Il n'a plus rien à perdre, exactement. Il va tout jouer là-dessus, parce qu'il n'a pas un physique facile en plus. Même temps, il peut jouer plus que là-dessus. Quoi. Et en plus, il n'a pas physique facile. Non, mais il a quand même un gros avantage, c'est qu'il est doté d'une force, mais herculéenne. Voilà, d'une force. Mais d'une force. C'est Thor. Grosso modo, c'est Thor. Mais Thor, il fait des chèques. Avant qu'il fasse l'échec, tu vois, quand il a jeté le petit marteau. Quoi. Donc, Grim, justement, voilà, c'est le héros qui veut, du coup, lui aussi, il veut avoir sa saga à lui en faisant des actes héroïques. Malheureusement, il va avoir tout un tas de merde qui vont lui tomber sur le coin de la gueule. Mais tout un tas de merde. Et tout un tas de merde qui vont le pousser finalement à peut-être pas réussir son vœu le plus cher qu'on écrive une saga à son propos. Je vais pas aller plus loin dans l'histoire. Maintenant, le graphisme, les paysages sont splendides. C'est l'Islande, quoi. Tu dis, ok, il y a du caillou, il y a du verre, il y a de la neige. Il y a des volcans. Il y a des volcans. Et les pleines pages. Des geysers. Les pleines pages, voilà, ça fait quasiment des tableaux que tu pourrais accrocher au mur, quoi. C'est vraiment splendide. Il y a un travail de recherche graphique qui déchire. Après, le dessin de Grimr et des personnages en eux-mêmes sont très simplistes. Ça peut choquer, clairement. Ça peut piquer. Ça aussi, mais ça, c'est seulement si tu fais autre chose avec le livre. C'est toi qui vois. C'est simpliste, ça n'a pas été vraiment le truc qui m'a vraiment fait accéder dedans, quoi. Mais on passe. Le scénario, ok, c'est Rémi, quoi. C'est Rémi sans famille.
Le gamin, il en chie toute sa vie. À des moments, tu te dis... Il a des chiens? Non, il n'a pas de chien. Il n'est pas capi. Ah, même pas. Ouais, non, Merde. ils sont pas Si, il y a un Dolce. chien. Oui, il y a un chien, mais il finit mal aussi. Il a un singe? Non, mais à un moment donné, il a un pote. Il a un vieux? Alors, oui, non, mais, il faut toujours avoir un vieux. Non, mais non. Et à un En moment donné, il y fait, a une meuf. Et, donc, mais non. Rémi, voilà. Il y a des moments où Grimm, pardon, il va avoir des moments dans sa vie où on va avoir des sortes de petits moments de joie où tu te dis, putain, il va s'en sortir, quoi. Et voilà. Ouais. Et voilà. Encore une fois, la bonne taloche dans le dos, quoi. Et il s'est niqué. Et c'est désespérant tout le long. Et finalement, c'est là où tu te dis, ok, sauf que ça fait un peu entendu. Je veux dire, l'histoire, pour moi, elle n'a rien de neuf. On arrive à la fin, peut-être, avec un petit sursaut sur la finalité de Qu'il est que l'histoire. des merdes, c'est ce qui fait tout le sel d'une saga et qui est un haut fait. C'est la fin de l'histoire. Hein. C'est ce qui fait de lui un héros. Ça sonne. Moi, j'ai pas été totalement emballé par l'histoire. Voilà. Graphiquement, je te dis, les décors, mais c'est à tomber. Clairement, tu fais, waouh. Les personnages, c'est super simpliste et moi, ça m'a un peu choqué. Ça fait un peu grotesque. J'ai même trouvé à des moments où ça m'a pas convenu. Et le scénario, ça fait un peu redite. Voilà. Après, c'est un bouquin intéressant et clairement, je l'ai quand même lu avec Quentin parce que je l'ai lu d'une traite et c'est quand même un joli petit pavé. Hein. C'est un beau bouquin. Maintenant, c'est pas celui qui m'a fait kiffer. Eh ben, je te rejoins un peu sur pas mal de points. Je n'irai pas jusqu'à simpliste sur le trait des personnages. Les personnages sont graphiquement moins riches que les décors, qui utilisent d'autres techniques que pour les personnages. On est sur un dessin au trait, mais un trait très fin, en fait. Qui est peu marqué. C'est-à-dire qu'ils sont un peu... Ouais, les personnages sont un peu en filigrane, alors que le décor, il est mastoc et il t'écrase tout, quoi, sur son passage derrière. Ensuite, effectivement, on suit ce destin tragique du personnage qui fait des mauvais choix parce qu'il est un peu... Ouais, c'est le troll, c'est le colérique, tu vois. À un moment donné, bourrin, quoi. c'est le bourrin, hein, vraiment le bourrin super fort. Il est super fort. Mais il y a cette idée de vouloir renouer avec les sagas, justement, parce que l'histoire nous est contée par un conteur qui rêve, lui, d'écrire une saga. Et c'est ces deux destins qui se rencontrent qui font qu'on a cette belle histoire à la fin avec ce haut fait, qui est un très beau haut fait, qui fait que tout tient un peu la route, mais que le chemin, il est sympathique graphiquement, mais que narrativement, c'est un peu light. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment, pareil, hein, j'ai lu d'une traite, c'est un beau pavé, j'ai trouvé ça très sympathique. Par contre, c'est un livre qui a eu d'énormes bonnes critiques de partout, mais il a été encensé, qu'il n'en prend plus. Je crois qu'il a même eu le prix de la CBD ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment, j'ai l'impression, une distinction d'esthète, plus que d'amateur. Enfin voilà, niveau de la narration, c'est pas aussi réussi que ce que laissait sous-entendre ce prix, même si je ne nie pas que c'est réussi, mais pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais suite au prix qu'il y a eu. Quoi. Voilà. Donc la saga de Grimm de Jérémy Moreau chez Delcourt Mirage. Et on met pas de coup de cœur à celui-là, donc. Non. Ok. Le gars juste pour dire on en met pas un, tu vois, pas Non, c'est parce qu'en fait, j'avais pas encore accédé à VLC pour envoyer le jingle. C'est pour ça que j'ai oublié. Si je trache un dernier coup un dans la gueule, petit coup de le temps canif trouver mon quand même. bouton. Donc sachez-le, hein, quand on dit une saloperie gratuite comme ça sur un bouquin, c'est qu'on cherche un bouton en fait. Non, c'est pas si c'est moi. Et franchement, tu vois, ça passait crème si t'avais rien dit. Les voyages d'Ulysse. Les voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage et de sa femme Sophie Michel. Donc, Comment tu sais que c'est sa femme? parce que j'ai fait des recherches. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'aime bien chercher les photos des femmes. Oui, c'est ça. Ouais. On va Bref. avoir des soucis un jour. Et de René Follet aussi, monsieur. Et de René Follet pour le choix des tableaux, j'en parlerai juste après. Donc les voyages d'Ulysse, on est au 19e siècle et on va suivre les pérégrinations d'un jeune artiste peintre qui s'appelle Jules Toupet,
qui est parfaitement inconnu, mais qui a quand même du talent. Et il veut partir de Constantinople. Il estime qu'il a fait le tour de la ville, le tour des dessins. Et des meufs. Et surtout le tour des femmes. Et donc il a envie de changer d'air. Ça commence d'ailleurs comme ça, puisqu'il offre un croquis à une nana avec qui il vient de passer la nuit. Et il cherche à s'embarquer sur un gréement pour aller voir ailleurs si on y est. Et il a du mal à trouver du monde, parce que bien sûr, il a une main devant, une main derrière, un crayon et un bloc de papier. Donc, ça ne fait pas non plus rêver à fond les capitaines de bateau. Ça va faire une bouche de plus à nourrir et il compte se payer son voyage en dessin. Donc, il faut arriver à trouver un capitaine de bateau qui ait une fibre artistique assez développée, somme toute. Ça ne court pas forcément les rues. Mais ce jeune homme a quand même du bol. Et après avoir passé une nuit sous la pluie, il a besoin de s'abriter et d'abriter son travail. Et il y a une jeune capitaine qui s'appelle Salomé, qui décide de l'embarquer pour le protéger dans un premier temps de la pluie, simplement. Et puis après discussion, il se trouve un point commun. Un peintre qui s'appelle Kazax et la capitaine, donc Salomé Ziegler, et le jeune artiste Jules Toupet concluent un accord. Elle l'amènera poursuivre la route et les traces de Kazax à condition qu'il fournisse un dessin, une toile par semaine. Et voilà comment commence l'histoire et ce périple à travers les îles, les ports de la Méditerranée. Ça donne un petit peu le prétexte à tout un tas de découvertes d'œuvres d'art. Et le choix des tableaux concerne donc un artiste qui a réellement existé, qui s'appelle René Follet. Et on est sur une trame qui pourrait suivre un petit peu l'Odyssée. On a d'ailleurs des extraits qui sont glissés par calque ou ce genre de petites choses dans le bouquin. Donc voilà, donc on est sur une espèce de récit contemplatif. Et quand je dis contemplatif, c'est pas pour rien. Parce qu'on est aux éditions Daniel Maguen et qu'on est sur quelque chose qui se veut intellectualisant. On va poser l'art, on va poser les images, on va poser les informations, et ça se veut quand même... Voilà. Pierrick va utiliser un autre terme tout à l'heure qu'intellectualisant, mais... C'est de la branlette cérébrale, c'est ça ? Non. C'est des lecteurs de Télérama. J'aurais pu. Tu oublies un détail quand même qui est assez important sur le scénario, c'est que c'est surtout un prétexte à revenir sur l'histoire de Salomé. Oui. Ses origines et le pourquoi de sa quête. Et on remonte aux origines. Voilà, Toupet n'est qu'un prétexte. Voilà. Oui, Toupet, c'est le fil rouge, c'est le guide, c'est le GPS. Voilà, parce que lui est capable de remonter la trace de l'auteur, de l'artiste. Et je voudrais éclaircir, parce que je pense que tu n'as pas été assez clair sur la forme. On a le dessin qui raconte l'histoire standard. On a les peintures de Toupet qui sont mises en pleine page la plupart du temps. Voilà. Et beaucoup de flashbacks. On a les flashbacks qui sont dans un style graphique encore légèrement différent. On a l'étoile de Kazax, machin chose. Kazax. Voilà, c'est René Follet en fait, qui sont souvent aussi en pleine page. Et enfin, petite subtilité, on a des feuilles de calque format roman sur lequel des textes de l'Odyssée sont notés. Tu as fini ? Tu veux que j'enchaîne sur mes termes à moi ? Ouais, je reviendrai à la fin dessus sur mon avis là-dessus. Techniquement, graphiquement, c'est une tuerie de sa maman. Voilà, je trouve ça, mais d'une beauté, c'est vraiment magnifique. Rien n'est à jeter d'un point de vue graphique. Mais, par contre, c'est d'un point de vue narratif. T'allais dire Télérama. Je veux pas. J'en ai marre de m'attaquer à ces pauvres lecteurs de Télérama. Ils ont rien fait. Et puis je disais Télérama à une époque aussi, donc je m'en Si, ils travaillent, eux, monsieur, ils ne font pas grève. De m'attaquer à ça. Et puis maintenant, je travaille dans une fac d'art, et donc je peux pas trop en vouloir à ces gens-là. Ces gens-là. Ah oui, t'as un ami artiste, toi aussi ? Ouais, c'est ça. J'ai un ami artiste. C'est ça. J'ai un ami artiste. Je crois même qu'il a de la famille. Ouais, famille.
Il y a un petit côté, alors que le récit passe très bien et intéressant, à vouloir faire ce sorte de raccrochement à l'Odyssée, avec les bouts de romans, etc., qui est un tantinet Forcé. pédant, qui fait un peu... On va essayer de faire quelque chose d'un peu plus... On a une volonté de faire quelque chose d'ambitieux, et elle y est, je pense. Mais ça se voit un peu trop qu'il y a cette volonté de faire quelque chose d'ambitieux. Et c'est un peu, moi, ce qui m'a déconnecté, parce que je connais pas si bien l'Odyssée que ça, en fait. Je pense que... oui, non, je connais pas très très bien l'Odyssée. T'as plus l'Iliade que l'Odyssée, généralement. Non, je connais un peu plus l'Odyssée que l'Iliade, moi, pour le coup. J'ai vu Ulysse 31, monsieur. T'as pas vu 3 avec Brad Pitt? Non, mais j'ai lu des trucs sur l'Odyssée pour Sur de vrai. Télérama. Pour de vrai, en fait, des vrais trucs avec pas d'image et tout. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a tout un fond autour de ça qui essaye de faire une sorte de fil rouge, de fil conducteur. Et moi, je l'avais pas, ce fil rouge et ce fil conducteur. J'étais un petit peu largué sur certains moments. Et voilà. Et tout ce que j'en retiens, c'est que c'est très beau. Il y a des séquences qui étaient très agréables. Et puis, il y a des séquences... Voilà, ça se la pète un peu, quoi. Thio. Ok. C'est toi qui l'avais proposé en coup de cœur, c'est ça? Donc du coup, je l'avais proposé en coup de cœur. Je pense que je vais me le foutre derrière l'oreille, celui-là. Il va rester en mode béquille. Je pensais que tu aurais été suivi par Ti, tu vois, pour le coup, parce qu'il est très lecteur télé. Moi, j'ai pas fini. Hein. Il n'est pas fini. Mais je t'ai dit que je revenais à la fin. Oui, parce qu'en fait, il veut toujours finir. Ouais. C'est comme ça. On m'a dit que... Pardon. Ah oui. Là, pour un coup de cœur, ça fait court aussi. Parce que tout à l'heure, il y avait 4 chiffres. Là, on les a même pas. Arrête de lire le chat quand tu parles. Mais tu m'as dit qu'il fallait que je le regarde. Alors, je Oui, regarde. mais quand tu parles pas. C'est comme il faut que tu fasses pipi, mais pas quand tu chroniques. Tu vois, c'est pareil. Ah, ok. Les voyages Quand d'Ulysse. tu tapes des mains. Écoute-moi. C'est un peu ça l'idée. Constamment. L'image est belle. Graphiquement, je suis entièrement d'accord, c'est splendide. Moi, j'ai été happé par l'histoire. J'ai voyagé. L'Odyssée d'Ulysse, je l'ai vécu, quoi. J'étais dans le bouquin, à me balader en mer, à faire donc du coup les coups qu'ils font aussi quand ils arrivent à terre pour récupérer les tableaux. Parce que c'est bien ça aussi quand même qu'ils font, c'est que Salomé veut récupérer tous les tableaux de Ajax. Majax. Ou Casax. De Gérard Majax. Et du coup, ça... écoute, moi, j'étais content, je l'ai lu, j'étais là, j'ai fait... Je me suis régalé. Non, mais Du coup, quand je me suis régalé, tu vois, j'ai eu fini, et dès que j'ai eu fini, tu vois, j'ai bien un pris clic, le coup de cœur. Je suis allé dans le drive. tu fais jamais et tout, c'est top. Non, mais et j'ai fait un copier-coller pour le mettre dans la case des coups de cœur. Tout à fait. Les gars, allez-y, quoi, ça. c'est trop bien, c'est trop... Et je comprends tout à fait que tu aies flashé autant que ça dessus. Et toi, t'as tué mon cœur d'enfant. Mais non, mais tu as le droit d'aimer des choses. Non, mais tu vois, pas autant que moi. Je suis peiné, quoi. Je suis peiné. Voilà. Tu aurais voulu qu'on l'aime autant que toi. Mais non, mais tu as le droit d'avoir des meilleurs goûts que les nôtres. C'était gentil. Ça. Oui, c'est curieux. C'est curieux du coup. Dis un truc méchant pour rattraper, s'il te plaît. T'es le spécialiste. Non, mais vas-y, donc finis. Mais là, comme ça, blanc. Donc, en fait, peut-être que le côté un petit peu forcé et pédant vient du fait que les deux auteurs sont donc parents, et sont parents d'une petite Anna et d'un petit Ulysse. Anna, ils avaient fait les voyages d'Anna, et Ulysse, ils ont fait les voyages d'Ulysse. Et donc, ils ont forcé l'histoire, peut-être en hommage à, et ils ont essayé de raccrocher les pièces du puzzle pour faire l'hommage à Ulysse, machin, alors qu'ils n'avaient peut-être pas forcément un truc particulièrement intéressant ou une idée de dingue à gérer derrière ça. Moi, je rejoins Mathieu. Quand j'ai lu ça, j'ai pris un tel pied graphiquement et par le petit voyage qu'effectivement, la narration qui est un peu faiblarde ou l'histoire de fond qui est un peu faiblarde, voilà, ça s'est fait un peu oublier, quoi. Et j'ai accepté le simple voyage contemplatif sans qu'il y en ait plus dans l'histoire et dans la narration. Ça peut être un peu long parce que bon, enfin. Ouais, c'est un méga pavé. Voilà quoi, hein, c'est pas un... chaque page mérite d'être regardée. Mais chaque page est un monument. Voilà, c'est pour moi enfin, encore une fois c'est du Emmanuel Lepage, donc on pourrait dire que c'est simplement du fan service, mais
Non, vraiment, il y a. C'est tellement exceptionnel que forcément, il faut y aller. Alors, si Pied nous empêche de mettre un coup de cœur, et malheureusement c'est le cas, ben, Fais attention. On peut pas mettre un coup de n'importe quoi non plus. moi je vous mets un coup d'amour, un coup de je t'aime. Voilà. Un coup de soleil. Un coup de soleil. C'est beau. On mettra un coup de soleil, voilà. Quand On mettra un coup de soleil sur les voyages d'Ulysse, parce que non, vraiment, faut y aller. Donc, Les Voyages d'Ulysse d'Emmanuel Lepage, Sophie Michel, René Follet, chez Daniel Maguen, qui est fortement recommandé par Thio, pas mal par Tizak, et moi, Pas ouais, du je l'offrirai. Non, si, je l'offrirai, c'est bien pour les autres. Ça tombe bien, il n'est pas à toi. 109 rue des Soupirs. Alors, Par contre, du coup, tu n'as pas mis le coup de cœur sur les voyages d'Ulysse, alors. non. Non. Non, juste un coup de soleil. Ok. Voilà. Voilà. Je t'aime. Alors, 109 rue des Soupirs est un livre Prochain que nous bouquin, avons... il veut mettre un coup de cœur, je le défonce. Comme il est. Il faudra que l'auteur s'arrange avec Pierrick. Hein. Ça sera une basse vengeance. Alors, il est dur parce qu'on en a eu à ouvrir, parce qu'on a eu un superbe SP dans une superbe pochette sympathique. En plus, un SP Ah, je pensais que c'était les pochettes cadeaux Amazon. Ça. non de réclamer, mais que voilà, le dessinateur de 109 rue des Soupirs, Guillaume Dumont, Il habite au Mans, si tu veux, mais. nous suit, il mériterait presque d'être considéré comme un tipeur, car il nous envoie toutes les BD qu'il fait. Et c'est vraiment super cool, d'autant que on les aime bien. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Là, il est associé avec Monsieur Tan. Bah oui, tant qu'à faire. Il est associé avec Monsieur Tan, aussi nommé Antoine Doll en tant que romancier, qui est connu pour la série Mortel Adèle, qui a un grand succès auprès des enfants. De CE1. Et à côté de laquelle je suis complètement passé. J'ai découvert ça parce qu'il y a une chanson là-dessus par Aldebert, tu vois. Mais sinon, je connaissais pas du tout. Tu connaissais pas Mortel Adèle? Non, je connaissais pas. Mais j'ai pas d'enfant de CE1, moi, souvent, autant que vous, tu vois. J'en vois pas. Je crois que tu en as quand même une chez toi, a priori. Mais bon. Maintenant, oui, mais avant, non. Mais ça existe toujours, Mortel Adèle. Voilà. Bref. Nous allons donc suivre l'histoire de Elliot qui emménage avec ses parents dans une maison 109 rue des Soupirs, et ses parents sont très occupés, ils sont pas souvent là, donc il est un peu seul dans la baraque, et il a une comment, je trouve même plus le nom pour les dames une babysitter, voilà. Une gouvernante. Voilà, une gouvernante qui arrive pour lui donner un coup de main. Une Mary Poppins. Mary Poppins. Sauf que, pas de bol, cette maison en fait est hantée et des fantômes y vivent. Et on se rend très vite compte que la gouvernante est en fait une chasseuse de fantômes. Et donc, sauf que Elliot, lui, va sympathiser avec ces fantômes qui ne demandent rien, qui sont plutôt sympas, et vont donc s'enchaîner des courses-poursuites, des jeux de cache-cache, de l'aventure, du suspense, pour essayer de se débarrasser de cette sale nounou, et que les fantômes puissent être à peu près tranquilles. Je sens qu'il lui a plu, celui-là. Ouais. Tu vois ? Je sens qu'il y a... J'ai pas envie de me fâcher avec Guy Dumont. Ouais, voilà, parce que ça, c'est le souci, tu vois. Je sens qu'il lui a plu. Là, tu vas devoir, du coup, faire ce que tu as dit. Ah non, mais moi non plus, j'ai pas envie de me fâcher avec Guy Dumont. C'est pour ça que j'en dis du bien. Globalement, c'est une histoire qui vise la jeunesse. Je ne saurais dire l'âge, car je ne suis pas un spécialiste des enfants. Et qui est plutôt efficace, qui marche plutôt bien. C'est un récit assez classique. On retrouve un petit peu l'ambiance... limite de Casper, un peu, ça m'a fait penser le film dans l'idée. Un mélange entre Casper et Beetlejuice, tu vois. Ouais, Beetlejuice, moi, j'avais... Un mélange entre les deux. Ouais, il y a moins le côté Calimero quand même de Casper. Oui, non, mais au niveau des fantômes, mais ce côté... voilà, enfin bref, je trouve ça plutôt sympa. Apparemment, c'est une série, donc il y aura sans doute d'autres tomes. Le format est assez étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est assez gros, mais en fait... dedans, les cases sont assez grosses. Il y a assez peu de cases par planche. Ça se lit très très vite. Graphiquement, Yomgi a pas mal simplifié son style par rapport à ce qu'il fait d'autres dans la Brigade des Cauchemars, par exemple. Fait un style un peu plus rond, qui gagne en dynamisme, qui permet d'avoir une lecture très simple, et puis surtout un travail sur la bichromie au niveau des couleurs, qui crée une ambiance et qui, je pense, permettent de travailler beaucoup plus vite, en tout cas, que ce qu'il fait sur ses autres bouquins. Mais ça marche quand même. Voilà. Série sympathique, avec un humour cool, que je pense recommander aux enfants. Moi, j'ai bien aimé. Thio. Ok.
en fait, parce que Thio, alors, Moi, je voulais finir en fait. il veut finir. d'accord. Donc, vu que Pierrick, tu veux mettre un coup de cœur ou pas? Non. D'accord, ok. Donc, je vais même pas pouvoir me permettre de. Voilà. J'aurais dû dire oui, je veux, vas-y, grille ta cartouche. J'en ai encore plein. Non, j'ai passé un bon moment. Honnêtement, c'est pas forcément ma came au démarrage, ce genre de bouquin. Et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Ça m'a assez surpris. C'est passé un bon moment, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, ça. En bande dessinée pour enfants, oui. C'est bien écrit en fait. Voilà, je trouve que le dessin, moi, j'ai beaucoup aimé. Hein, attention, je vais absolument pas cracher sur le dessin, bien au contraire. Je l'ai trouvé ça très bon et vraiment dans la même veine que la narration parce que c'est vif. Ça va très vite, comme disait Pied à la lecture et c'est très très dynamique. Et les dialogues sont bourrés de petites phrases, de petites anecdotes, de petits trucs qui font sourire. C'est assez truculent. Tiens, je l'ai replacé celui-là, ça fait 2 fois ce soir. Les 4 fantômes ont une identité, ont un caractère bien attitré, bien spécifique, et les échanges entre eux, sans tourner aux vacheries et aux mauvaises vannes, amène une touche d'humour qui est très sympathique. C'est empreint de bons sentiments du début à la fin, et le seul personnage méchant est identifié par la nounou, et le reste fait bloc. Ça déborde d'énergie positive finalement, cette bande dessinée. C'est frais et positif, et c'est tout à fait en direction des enfants dès 7 ans, dès 8 ans, ça marche très très bien. Mais vu que les dialogues sont intelligents, un adulte passe aussi un bon moment à la lecture, et ça peut être un bon moment de lecture partagée avec les enfants. Thio. Hein? Difficile d'aller plus loin que ce que vous avez dit. Moi, voilà. L'analyse a été, je pense, forme complète de la part de mes 2 compères. C'est pertinent. Pertinent. Ouais. Il y a eu des beaux termes, du vocabulaire un petit peu qui a été utilisé pour attirer les Bordel de maître, faut parler correct quand même. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment régalé. J'ai eu l'impression, comme tu disais, de me retrouver un peu dans le monde de Beetlejuice ou de la famille Adams. J'ai passé un super moment. Voilà. C'est un bon petit bouquin, et je pense que, voilà, comme tu dis, il n'est pas vraiment destiné qu'aux enfants, parce que même les adultes, tu peux t'amuser dessus. Donc, je pense un bon achat. Je valide. Donc, S'en a fruit des soupirs, fantômes à domicile de Monsieur Tan et Yomgi Dumont chez Casterman. Et on passe maintenant aux Métamorphoses, je sais plus l'année. 1858. Merci, en stéréo, c'est la classe. Après 1783. C'est Chimère, en 1783. Non, c'est la saga de Grimr. Ah, Été 1858, donc un été très chaud. Très très chaud à Paris. Tellement chaud qu'une jeune couturière disparaît. Et là, tellement chaud qu'une jeune couturière disparaît. Elles font. et non, C'est une vendeuse de glace. elle n'a pas fondu. Et tout le monde s'en fout qu'elle ait disparu, cette couturière. Sauf. Et là, je vous remercie. J'adore les gens qui mettent des héros qui ont un nom comme ça. Stanislas Andrzej. Andrzej. Parce que tu Voilà. tapes sur la communauté immigrée polonaise, quoi. C'est parce que voilà, il y a pas assez il y a trop de consonnes et pas assez de voyelles. Je sais pas dire. Je suis désolé. Excusez-moi. Il Pardon. fait juste que mettre en avant sa propre compétence. Je veux dire, c'est Détective pas méchant. amateur C'est qui décide justement lui d'enquêter. Alors il va aller voir son vieux pote Joseph qui est son coloc, qui est un ami d'enfance, qui lui dissèque des gens à ses loisirs perdus puisqu'il est quand même toubib. Et leurs recherches vont les mener sur une horrible machination qui vont vraiment, on va dire, les remuer, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez crade, quoi. Petit peu. Voilà. Et du coup, leur quête va un petit peu se transformer. Au départ, juste d'une petite enquête, ça va devenir une sorte de voyage, on va dire, au-delà des frontières, et même un voyage un peu initiatique pour eux-mêmes. Alors, cette BD, donc Les Métamorphoses, nous a été conseillée, il me semble, par Tot ou Cobal, qui nous en avait parlé sur le Discord. Ouais, je sais plus, oui. Nous avons un Discord, rejoignez-nous. Non, il n'y a que les tipeurs qui sont sur Discord, rappelle-toi. N'importe qui peut y aller. Non, t'as dit qu'on mettait que les gens qui payaient. Non, mais il y a un endroit pour les gens qui payent. Ah, il y a une sorte de... Ah, il y a un secrète. salon, quoi. Il y a un salon secret. Il y a un salon secret. Secret.
graphique. C'était Cobalt, je crois. Le premier album, j'ai essayé de le découper comme ça. Le premier album, le dessin de Sylvain Ferré, il envoie du lourd, quoi. Je trouve qu'il envoie du très très lourd. Il est absolument. Oui, non, c'est notre. Voilà, qui nous fait du bruit derrière. En fait, à chaque chronique que je fais, tu viens voir ce que je fais ou tu fais du bruit, tu bouffes des Chris Voilà. à côté de moi, quoi. C'est notre fantôme c'est qui ça. ne veut pas apparaître, qui ne veut pas parler, C'est mais ça. qui. Mais qui voulait lire 109 fruits de soupir. Voilà. Il envoie vraiment du lourd. C'est splendide. Les couves sont, je trouve, très très belles. La narration du premier, je l'ai trouvé ultra dynamique. Des plans qui sont à tomber. Des choix d'angle qui sont géniaux. Un scénario qui est vraiment du polar noir, sombre, avec une ambiance steampunk. Si vous aimez le steampunk, vous gavez. Vraiment, j'ai été ultra enthousiaste. En plus, si vous avez la petite application Delcourt Soleil, vous pouvez voir les images certaines images, en fait, certaines pages ont une sorte de réalité augmentée. Avec soit vous allez avoir les différents croquis qui ont été faits sur la page qui apparaissent par étapes avec les calques, soit vous allez avoir des personnages qui apparaissent en plus grand ou qui vous sautent dessus un peu. Donc la réalité virtuelle, c'est un petit peu drôle. D'ailleurs, en fait, Tizak me dit c'était Warlof, je te remercie. Et donc je suis arrivé au tome 2, plein d'enthousiasme. Je veux dire, au taquet, à fond. Et là, je prends la couve, ok, c'est nickel. Les graphismes, plus belle que la première. Putain, c'est nickel aussi. Et merde, le scénario, je me suis... Parce qu'une histoire de société secrète, et c'est là que ça t'a lâché, c'est ça? Non, en fait, c'est pas que ça m'a lâché, c'est que même l'histoire de société secrète, elle est bonne, mais le souci, c'est que je me suis retrouvé avec... à des moments, j'ai eu l'impression qu'il y avait il me manquait des raccords. Je me faisais une sorte de téléportation à gauche, à droite, tu vois, et je savais pas pourquoi on était là. Pourquoi est-ce qu'on va à tel endroit? Alors tu te dis, j'ai dû rater une bulle, tu vois, ou j'ai pas l'explication du pourquoi est-ce qu'ils vont à tel endroit. Ben oui, en fait, j'ai pas trouvé l'explication. Donc j'ai trouvé que le deuxième scénario manquait un peu de cohérence et je retrouvais pas en fait la fluidité que j'avais vue dans le premier tome. Et merde, quoi. Voilà, j'y allais vraiment avec un gros cœur sur le deuxième, en me disant putain, peut-être qu'on va lui mettre un coup de soleil ou même un coup de projo, tu vois, un petit coup de cœur, rien. Et ben là, franchement, le tome 2 m'a un peu déçu. Ouais. Moi, je te dirais que déjà, dès le tome 1, la narration n'était pas d'une clarté absolue. Tu ne tapes pas sur le tome 1, je dis qu'il était bien. D'accord. Tu peux taper sur le tome 2, mais pas le tome 1. Ben, le problème, c'est que j'ai pas lu le tome 2, donc... Non, arrêtons de taper sur les trucs qu'il a aimés, quand même. Franchement, c'est pas sympa. On n'est pas des gentils. C'est vrai, Pied. Non, mais... Moi, j'ai adoré le premier tome, mais si j'avais un petit bémol, c'était là-dessus, justement, c'était la clarté de la narration. Et si tu me dis que ça se confirme dans le mauvais sens dans le deuxième, c'est peut-être un petit peu dommage. Voilà. Mais bon, graphiquement, ça reste une grosse clacasse. Hein. Et ben, graphiquement, j'ai pas accroché au visage. Mais alors là, on est purement sur du subjectif. La façon qu'il a de faire les visages me dérange. Je sais pas, il y a un truc qui me convient pas. Tout le reste marche bien. La narration est plutôt réussie. Il leur manque un pansement, je trouve. Mais elle est un petit peu chargée. On n'attaque pas le physique. Attendez, on a dit on n'attaque pas les mamans, on n'attaque pas le physique. Ah merde, pas les mamans non plus? Non. Ah donc Chimère, on peut pas? La narration est un peu chargée, je trouve. Et ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a parfois beaucoup de cases par planche, etc. À certaines lourdeurs, mais ça marche. Sauf que parfois, il y a beaucoup de cases par planche et aussi beaucoup de texte. Ce qui fait que tu en apprécies que plus les planches moins bavardes, où tu peux voir effectivement qu'il reste quand même une qualité du dessin, même si je disais que les visages, j'accrochais pas. Et une intrigue qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie d'avancer. Mais ouais, cette faiblesse de narration, moi, pareil, j'ai lu le tome 2, je l'avais un peu dès le tome 1, et elle m'a moins choqué dans le tome 2, justement. À l'inverse. Écoute, tu vois, là, moi, je suis tombé...
Parce que soit je me suis habitué, je sais pas, soit j'avais peut-être moins d'attente que ce que toi tu avais après la lecture du tome 1. J'ai enchaîné les deux, peut-être qu'il y a eu du temps entre les deux pour toi. Ouais, il y a eu du temps parce qu'il fallait que j'aille l'acheter quand même. Voilà, moi j'ai enchaîné les deux dans la lecture, donc ça a peut-être joué aussi. Et oui, non, il y a une intrigue un peu steampunk, fantastique, tu sais pas trop où on va exactement. On amène sur des sociétés secrètes dans le tome 2 qui enrichissent un peu l'histoire. Et il y a tout un côté historique avec des personnages historiques. Alors là, bon, pas de bol, déjà que je suis nul en histoire, mais alors là, c'est une période qui n'est pas forcément, j'ai l'impression, très très connue. Il y a des personnages qui apparemment sont historiques, mais dont j'avais jamais entendu parler. À la fin du tome 1, en tout cas, ils sont tous connus. Hein. Oui, globalement. Après, ça, par contre, tu vois, ce petit passage-là, ça me fait quand même un peu penser à Hauteville House. Oui. C'était un mix entre Hauteville House et la Ligue des Gentlemen. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un Hauteville House avec quelqu'un qui sait faire les escaliers en colimaçon. C'était une attaque gratuite. Dis-moi, tu es en forme ce soir, tu veux toi pas changer l'escalier chez toi? Parce que je pense qu'un escalier en colimaçon... Non, parce que je me méfie des dessinateurs d'escaliers en colimaçon. C'est pas évident à faire et on peut se foirer. C'est ce que je comprends totalement. Hein. Voilà. C'est facile, tu prends une photo d'un phare depuis le haut, c'est réglé. Mais voilà, c'est une série quand même attendue en 3 tomes, il me semble. Les 3 tomes. Et j'ai bien envie quand même de connaître la fin de l'histoire. Non, mais je l'achèterai quand même. Voilà, même si... voilà, parce que ça reste agréable à lire. Surtout que, moi, graphiquement, j'ai trouvé ça quand même. Les couves, elles sont. Les couves, oui, et puis ensuite, même le dessin, je crois qu'il est le dessin à l'intérieur, il claque, c'est très fouillé, c'est bien détaillé, les couleurs sont bien rendues aussi. Hein. Ah oui, non, c'est. Mais voilà, il y a des scènes d'action fonctionnent à la perfection, les scènes d'action, mais parfois il y a des scènes où, waouh, les mecs, ils te balancent du texte et du texte et du texte et du texte. Ouais. Mais il y a besoin d'explications quand même dans tout ça. Quoi. Ah oui, non, mais je le conçois. Et comme en plus ils veulent respecter un peu le langage alambiqué de l'époque, ça rajoute un peu encore du texte. Ça joue sur l'ambiance, hein, mais ça crée un peu des lourdeurs. Moi j'ai bien aimé qu'ils ont essayé de créer du background, aussi bien côté scénario principal, avec ce qui est dit à la fin du premier tome, qu'au niveau de la relation entre les deux personnages. Au final, et ils ont pris un petit peu de temps, ils ont pris quelques cases et planches pour nous raconter un peu le lien entre ces deux personnages et ce qui se passe dans la famille derrière, etc. Et voilà, j'aime bien parce que ça donne un petit peu de profondeur, mais aussi un petit peu d'humanité à tout ça. Ça évite de rester trop froid avec j'ai eu une idée que je balance comme ça et on s'en fout du reste. Voilà, j'aime bien le temps qu'ils ont pris pour faire ça. Donc... Métamorphose 1858, tome 1 et 2. Voilà, et ce soir, c'est ta soirée. Tu vois, c'est pas si évident que ça. Non, tu sais ce qui est pas évident, c'est de répondre sur le chat en lançant les jingles. Ah ouais, c'est ça. Voilà, le voilà. Albator, le capitaine Corsair. Qui n'est pas Corsair en vrai, mais ça c'est. Voilà. Ouais, mais bon, ça, voilà. Voilà, c'est les génériques pourris. Bon, écoute, déjà, il est one eye, alors c'est déjà pas le mal. capitaine Albator, donc Mémoire de l'Arcadia de Jérôme Alquier, dont vous aurez une interview très bientôt, car nous l'avons interviewé avant une projection d'un film Albator. C'est ça. Nous étions à Marseille. Un film de Leiji Matsumoto pour le coup. Leiji. Bref, donc dans Mémoire de l'Arcadia, nous reprenons donc le capitaine Albator qui se rend sur Terre pour contrer l'invasion sylvidre, puisque les sylvidres se retrouvent apatrides. Elles n'ont plus qu'un seul endroit où aller pour survivre. Hein, donc elles n'ont pas vraiment de choix, c'est la Terre. Et sur Terre, il y a déjà des sylvidres qui sont en place, qui ont infiltré tous les postes à n'importe quel niveau. Et on va rencontrer 2 nouvelles sylvidres qui sont endormies depuis des milliers d'années et qui se réveillent, qui sont réveillées, je vais pas trop en dire, mais qui sont des espèces de sylvidres particulières, beaucoup plus grandes, avec des pouvoirs eux aussi bien supérieurs aux sylvidres classiques. Et ça va engendrer tout un tas de conséquences pour les terriens. Il y a un dérèglement climatique avec un refroidissement général des températures et avec un gouvernement qui est totalement apathique et qui ne prend absolument pas la mesure des choses.
Donc la population se retrouve vraiment laissée pour compte et il n'y a plus qu'un seul espoir, Albator. C'est beau. C'est beau. Voilà. Donc, je voudrais juste rajouter qu'on a quand même une petite fille qui est sur Terre, qui est plus que la mascotte, plus que la fille adoptive d'Albator, puisqu'il en a la responsabilité depuis que, j'ai oublié son nom, a fusionné avec le vaisseau Arcadia. Et il en est le cœur et l'âme. C'est donc le père de cette petite fille qui était l'ancien technicien Techos, j'ai oublié son nom. Alfred dans la BD, mais dans le dessin animé, mais pas là. Mais voilà, pas, je sais plus. Voilà. Le problème, c'est que comme on est allé à la soirée et qu'on a vu le film, en fait, je me rappelle plus de tout. De tout. Pourtant, le film n'a pas grand-chose à voir avec la saga qu'il y a là-dedans. Mais quand même un peu, je trouve. Ouais. Donc, clairement, Jérôme Alquier a décidé d'aller dans Albator 78, de suivre totalement l'intrigue, en récupérant des moments clés, donc ce gouvernement apathique qui est décrit dès le début, etc., en te considérant que tu as vu Albator 78 quand même, parce qu'il te spoil allègrement ce que tu disais, que les Sylvidres sont apatrides, etc. Tu le sais pas, ça, au début, tu le sais presque à la fin de la série. Que Alfred soit l'âme du vaisseau de l'Arcadia, pareil, tu l'apprends en cours de série, etc. Donc il y a quand même pas mal de points là-dessus. Parlons déjà graphiquement, Jérôme Alquier est vraiment très très balèze. Il a un style qui marche super bien, qui fait vraiment animation. Non, je te dis que ça spoil. Je dis pas que t'as spoilé. Je te dis que tu es en train de me regarder genre ouais, mais non, j'ai pas spoilé. C'est dit d'aller première page. C'est page 2. Oui, mais ça spoil le dessin animé. En fait, oui, d'accord. Voilà, non, c'était juste pour dire qu'il part du principe qu'on l'a vu, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Alors que ça se passe en parallèle. C'est un peu voilà. Bon, c'est bourré de clins d'œil avec des personnages secondaires qui sont les Jin Matsumoto, les personnages d'autres séries de Leiji Matsumoto qui apparaissent. Et oui, je revenais sur le graphiquement, c'est très réussi. Une intro que je trouve vraiment superbe sur le tome 1, avec une narration très éclatée qui raconte, et ensuite un traitement graphique très proche de l'original. Toshiro. Oui, voilà, Toshiro en VO. Parce que les noms n'ont pas seul Albator a gardé son nom japonais, les autres personnages européens, les autres personnages ont récupéré leur nom japonais. Voilà, c'est un bel hommage, ça marche plutôt bien. Maintenant, l'impression que ça m'a laissé, c'est que c'est arrivé des super Sylvidres, parce que c'est un peu l'effet que ça donne. Ouais. Ça apporte pas grand-chose à l'histoire. C'est sympa, hein, mais j'étais content de me replonger dans Albator 78, que c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Mais je vois pas. Alors peut-être que toi qui as lu le tome 2 nous en dira plus. Je vois pas trop où ça va, à part de dire on va prendre les mêmes méchants mais en super. En fait, ce que ça amène, c'est une situation d'urgence. C'est-à-dire que le combat aurait très bien pu être déplacé dans l'espace, loin de la Terre. Là, le plot se passe sur la Terre. Et c'est forcément sur la Terre. Et il faut que forcément Albator soit coincé sur la Terre pour essayer de résoudre les problématiques liées à ces super Sylvidres et ne peut pas aller combattre la reine des Sylvidres loin de la Terre. Ça oblige en fait l'action à se passer principalement et l'intrigue à se placer sur Terre avec des combats sur Terre. Je trouve au contraire l'idée justement intéressante pour éviter de déshumaniser le combat et que ça se transforme en space opéra total nulle part finalement. Là, c'est forcément sur Terre, ça touche forcément les terriens, l'avenir de la Terre, avec des problématiques qui sont plus générales, aussi bien au niveau du dérèglement climatique, avec la fin potentielle de la population à cause de ce dérèglement climatique, la fin potentielle de la population à cause des super Sylvidres, la fin potentielle de la population à cause du gouvernement, la fin potentielle de la population à cause de l'arrivée imminente de l'armada Sylvidre. Enfin bref, clairement, la Terre est en danger et la population terrienne est en danger à tout point de vue. Et donc, encore une fois, ça positionne Albator en ultime sauveur parce qu'il a justement toutes ces tâches à résoudre. Thio. Tu as l'air... Alors, je suis vraiment quand même circonspect. Je ne sais pas si c'est la fièvre ou le truc, mais je t'assure que j'ai vraiment en fait très, très, très peu de souvenirs de celui-là. Et en fait, je n'ai qu'en image
le film qu'on a revu ensemble dernièrement. Parce que t'as pas dormi pendant toi. Ouais, j'ai pas dormi pendant. Ouais, c'est ça aussi le truc. De mes lointains souvenirs de ma mémoire défaillante, j'avais plutôt aimé le tome 1. Je n'ai pas vu lu le tome 2. Mais j'ai trouvé ça assez sympa. Après, il y a aussi le côté... tu reviens sur un truc de ton enfance, quoi, sur Albator, quoi. Vous voulez tous être Albator. Tu te déguisais, tu mettais la cape, tu mettais un bandeau, et c'était parti. Limite, on aurait voulu se crever un œil pour le faire, quoi. Mais Non, ce que tu voulais faire, c'était la cicatrice avec les petits traits. mais ça, on l'a tous fait au crayon de ma mère. Tu sais, le crayon. Ouais. Ah, mais on crayon de maquillage. Eh ben oui, il est niqué, oui, c'est sûr. J'ai une cicatrice de la mort. J'ai une cicatrice qui déchire, quoi. Donc oui, peut-être qu'il y a ce côté souvenir, nostalgie qui a touché le truc, mais je l'ai trouvé bien fait, le bouquin. Graphiquement, ça reste classique, mais en étant moderne. Oui, il y a une mise en page, une narration très moderne. Et oui, ça marche. Bon, après, voilà, oui, en ce moment-là, je suis plus du tout en état, là, je vous le dis tout de suite. Ça y est, tu es en train de mourir. Je suis en train de mourir, clairement. Ça tombe bien, on a bientôt fini l'émission. C'est parfait. Donc, je vous laisse finir sur Albator et ce sera très bien, je pense. Ce que vous allez dire. Bon, je pense qu'on peut conclure en disant que, en tout cas, pour ceux qui ont apprécié Albator et qui en gardent un bon souvenir, c'est une BD à conseiller. Pour ceux qui découvrent Albator, bon, ils se feront un peu spoiler le dessin animé, mais le dessin animé a peut-être pris un coup de vieux. Enfin, moi, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve qu'il n'a pas si mal vieilli que ça, mais bon, faut pas trop non plus. Voilà, il y avait le côté nostalgique qui devait jouer. Voilà, il manque peut-être, alors peut-être que dans le tome 2 c'est le cas, ces coups de théâtre que tu avais, qui sont là. Oui, tu as des rebondissements, donc je n'ai pas trop voulu en dire. Oui, non, mais... On pourrait faire un instant spoil et dire attention, machin. Non. Mais c'est un peu plus riche, c'est un petit peu plus riche que ça. Et donc, Albator se retrouve vraiment confronté à des problématiques multiples. Et il a du boulot, il y a des rebondissements, il est au bord de la rupture, machin, etc. Bref, c'est chaud bouillant. C'est très bien raconté et je reviendrai 2 secondes sur le dessin. C'est absolument exceptionnel. C'est pas simplement que ça ressemble à un dessin animé, c'est absolument exceptionnel. Vraiment, il faut que vous alliez écouter l'interview quand ce sera en ligne. Bientôt. Et il travaille par petits morceaux qui vient pour tout vous dire, pour ceux qui écoutent, qui vient rajouter les uns aux autres. C'est extrêmement bien foutu, c'est magnifique. Pour ceux qui écoutent le podcast, mais l'interview est déjà en ligne, mon ami. Franchement, forcément d'ici là, n'est-ce pas? Donc vraiment, il faut un pari difficile, mais il faut que vous alliez l'écouter et vraiment aller jeter un œil, même si après ça vous plaît pas, mais allez au moins jeter un œil pour les graphismes parce que c'est vraiment splendide. C'est un super travail et on sort. Le gaufrier est totalement explosé, il y en a partout dans toutes les planches, c'est une explosion. Moi je trouve le travail graphique dantesque. Express. Avec Jessica Jones, l'enfant pourpre, nous avions laissé Jessica Jones dans une situation bien particulière à la fin du tome précédent, qui, je vous le rappelle, avait amené une nouvelle équipe avec, je ne sais plus comment, Thompson voilà, Emma, non pas Emma. Emma Thompson n'a rien à voir là-dedans. Voilà, je vais retrouver, c'est Kelly Thompson au scénario et divers dessinateurs qui se passent le relais. Dans ce tome en particulier, nous avons Mattia De Iulis et Philippe Andrade qui dessinent. Et Philippe Andrade, juste sur un tome en particulier qui mérite un style différent, justifié. Pour rappel, Jessica Jones est une ex-super-héroïne qui a eu un problème avec ses pouvoirs et qui est en gros devenue détective privée. Et qui, avant cela, a été abusé par l'homme pourpre dont le pouvoir, c'est de te faire faire ce qu'il dit. Voilà. Et il a abusé d'elle, il lui a fait croire des choses, et elle est persuadée de l'avoir tué, totalement. Et elle commence à revivre tranquillement jusqu'au jour où sa fille débarque à la maison et a pris une couleur pourpre, la couleur de l'homme pourpre, de son pire cauchemar. Et c'est tout, il y a juste la couleur. Et donc, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle a une peur terrible parce que t'as ton enfant à qui il arrive un truc...
ça hantise, c'est qui lui tombe sur la gueule. C'était la pire période de sa vie. Voilà, qui lui tombe sur la gueule. Ça rend les choses complexes, surtout que quand tu as un mari super-héros qui fait ce qu'il peut aussi pour donner un coup de main, mais qui est aussi largué que toi, et que tu es Jessica Jones, que quand tu es dans la merde, tu n'as pas envie qu'on t'emmerde, tu as envie qu'on te laisse tranquille. Le problème surtout, c'est qu'à mon avis, il doit y avoir quand même des grosses polices d'assurance parce qu'ils défoncent quand même souvent chez eux. Oui, c'est vrai. Heureusement que les murs sont c'est la police d'assurance des Avengers, parce que, rappelons-le, Luke Cage est un Avengers. Ok, c'est pour ça. Dans la BD. Bref, comment va-t-elle Elle va mener l'enquête pour comprendre ce qui a pu se passer. On va bien sûr voir les enfants pourpres qu'on avait déjà vus dans Daredevil. Bien sûr, on se doute qu'il y a un lien avec ça. Et on va voir ce qu'il est de l'héritage de l'homme pourpre. Voilà, très sympa. Franchement, ça marche bien. Le dessin est super agréable. Il y a le passage dessiné par Philippe Andrade qui change totalement le style pour un côté qui fait un peu plus penser Alice ou Oz dans le ton, qui était très très approprié. Voilà, j'ai passé un bon moment. Jessica Jones, c'est toujours une série agréable à lire. Et nous passons donc au tome 2 du Veilleur de Brume. Le Veilleur des Brumes. De Robert Kondo au scénario et Dai Tsutsumi au dessin et à la couleur. Pour rappel, on suit les aventures de Pierre, un petit cochon orphelin, qui est veilleur des brumes, c'est-à-dire qu'il travaille dans un moulin qui sert à repousser des brumes. Pardon ? Rien. C'était à toi de le chroniquer. Mais je me suis dit, j'ai cru que c'était vachement bien lancé. J'ai cru que c'était à moi. Pardon. Non, mais en fait, moi, c'est cool parce que tu vois, j'ai dit que j'étais pas bien. Donc voilà, je prends le relais. Tu avais fait exprès, mais non, il n'a pas fait exprès, mais je prends le relais. C'est pas grave. Et donc Pierre est veilleur des brumes, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'un moulin qui est en haut d'un barrage sur son village et qui a la lourde charge donc de repousser des brumes néfastes, mortelles, qui donc viennent s'écraser contre le barrage qui a été construit par son père. Malheureusement, il se rend compte lors d'une sortie pique-nique avec des amis à lui, un gros hippopotame bien lourdeau qui s'appelle Roland et une jeune fille Roxane qui est toute mignonne, machin, dont il est un petit peu amoureux quand même, que en fait ces vagues de brume reviennent de façon insistante et de plus en plus puissante. Et effectivement, ils essaient de se mettre à l'abri dans le moulin, il essaye de repousser les vagues, sauf qu'à un moment donné, ça ne marche plus, la vague est trop puissante, détruit le barrage, et le moulin est emporté au loin avec les 3 compères à l'intérieur. Et donc cette puissante vague de brume qui a endommagé le barrage, les 3 petits comparses vont essayer de sortir et de s'en sortir et de comprendre le monde extérieur. On leur a toujours dit que le monde extérieur était absolument abominable et impossible. Et ils vont faire donc tout un tas de petites rencontres, notamment un lézard qui les mène à Crapoville. Et déjà, ils découvrent le fait qu'il pouvait y avoir d'autres villes ailleurs. Ils découvrent de nouveaux moulins, des moulins automatisés, puisque la ville est extrêmement industrialisée, avec les apports positifs de la ville industrialisée, mais aussi des apports tout à fait néfastes, puisque l'air est absolument irrespirable. Tous les habitants portent un masque et personne ne dit bonjour à personne. On se retrouve dans une ambiance de grande ville. Et là, je ne veux pas aller plus loin dans l'histoire, mais on va apprendre tout un tas de révélations sur les brumes, même si une part de mystère reste encore bien présente, sur son père, sur d'autres villes et sur le fonctionnement du monde de manière un petit peu plus générale. Donc on commence comme l'autre personnage, à sortir de notre petit village et à découvrir le fonctionnement du monde avec d'autres créatures, d'autres villes et d'autres dangers potentiels. Il voit même des petits signes aussi des petits symboles. Des petits symboles, voilà, ouais, sur des portes. Sur des portes qui, du coup, lui font penser qu'il y a un truc qui se cache. Ouais, c'est ça. Il y a des gros mystères. Donc, on attend la suite. Toujours aussi bien. C'est, à mon sens, toujours aussi bien. Puisque j'ai envie de lire la suite, je dirais que ça veut dire que le suspense est bien maintenu et que toutes les éloges qui sont faites sur cette bande dessinée sont pour l'instant, en tout cas, tout à fait méritées. Eh bien, merci les amis pour ces fantastiques chroniques. Franchement, je suis accompagné des meilleurs chroniqueurs du monde, même quand ils sont malades. Ils arrivent à faire la technique, à faire de belles choses. Même quand on arrive à leur pourrir leur coup de cœur, ils continuent à travailler. Franchement, et gratuitement. Moi, je dis tout ça pour le bonheur de l'art. Voilà, merci Thio, merci Ti. Alors, juste pour te rappeler, je suis le trésorier de l'asso, c'est moi qui ai le chéquier. Ouais, je sais, c'est pour ça que je suis sympa avec toi. Non, mais en fait, du coup, gratuitement, je peux te faire des chèques sans que tu le saches. C'est vrai, tu pourrais, effectivement. Mais tu n'irais pas très loin non plus. C'est période de disette, écoute. Salon de Provence, peut-être. Voilà.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est toujours super bien. Parce que ça nous aide justement à nous sortir de ces jours de disette. Ça permet à Titio de se faire des plus gros chèques. N'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci encore. On se retrouve très bientôt pour un numéro qui ne sera sans doute pas le numéro 200 parce qu'on veut faire un truc bien mais qu'on est à la bourre. Mais on va bien trouver un truc à un moment. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt.